Ça fait maintenant presque un an là qu'on est parti. Donc on attaque notre deuxième cycle dans le voyage. Et pour ceux qui vont partir cette année, là en septembre, on est à M-2 à peu près, mi-juillet, mi-septembre pour la plupart des départs. Donc je voulais faire une vidéo si je devais repartir cette année, où est-ce que j'aimerais en être finalement dans la préparation du bateau, dans la préparation des personnes, de l'équipage et puis dans l'ensemble des choses à faire, où est-ce que j'aimerais en être maintenant au mois de juillet dans l'idéal, c'est-à-dire de manière bien différente de ce qui s'est passé pour nous. Dans cette vidéo, on va parler de préparation du bateau, on va parler préparation de l'équipage, on va parler des équipements à avoir en double sur le bateau, que ce soit de l'accastillage ou autre. On va parler de tests du bateau et on va parler également de la situation du budget et des situations professionnelles. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour alimenter ma réflexion, je vais m'appuyer sur cette année qu'on a passée, c'est-à-dire une année passée à naviguer, une année passée à vivre à bord, à quatre personnes, une année passée à expérimenter les différentes étapes finalement du trajet pour arriver jusqu'aux Caraïbes, c'est-à-dire la partie Méditerranée, la partie Atlantique, et puis là la partie Caraïbes, et puis la vie aussi au niveau des îles. Alors l'année dernière, à cette époque, donc c'est-à-dire là on est le 19 juillet, donc troisième semaine de juillet, où est-ce qu'on en était? Moi j'avais arrêté mon activité pro fin juin pour pouvoir me consacrer que au bateau et puis à différents chantiers que j'avais en parallèle. Moufida avait pas encore terminé son activité pro, elle avait arrêté début août et j'étais moi sur le bateau et Moufida pas encore sur le bateau avec les filles. Elle est arrivée début août sur le bateau et les filles sont arrivées fin août, début septembre. Alors on va commencer peut-être par le côté pro et puis ensuite on viendra au fur et à mesure sur la partie bateau et sur la partie voyage. Alors côté pro, personnellement moi mon activité elle est découpée en deux, on va dire. J'ai ma partie cabinet, coaching, formation, et puis une partie à côté qui est rénovation de bâtiments. Et donc cette partie-là, c'est plus une partie investissement parce que pour l'instant, elle me rapporte beaucoup de travail, on va dire. Et c'est quand j'ai arrêté mon activité en juin, fin juin, c'est l'activité cabinet, coaching, formation que j'ai arrêté. La partie rénovation, elle a duré jusqu'à la veille du départ. Donc j'étais encore sur les chantiers, à dormir sur le chantier et on est parti le dimanche matin et je crois être arrivé au bateau et arrêter la partie réno le vendredi ou le samedi matin. Je suis arrivé au bateau, donc j'ai alterné habiter sur le bateau, habiter sur le chantier. Donc si c'était à refaire, ça dépendait pas forcément beaucoup de moi, mais j'aurais aimé finir cette partie chantier en même temps que ma partie pro cabinet. Voilà, donc c'est-à-dire que fin juin, je sais que j'ai 2 mois pour vraiment me consacrer au détail, à la finition, parce que dans les 2 derniers mois, là, avant de partir, théoriquement, on est plutôt sur la partie fignolage de la préparation. Nous, on n'était pas du tout sur la partie fignolage, on était encore dans du gros de la préparation. Du côté de Moufida, c'était différent parce qu'elle a une activité salariée et donc la planification
elle avait été faite et elle était dans son train de mesures à prendre. Donc voilà, les dispositions par rapport à l'absence du travail pendant 1 an avaient été prises, avaient été validées par l'employeur, et ça a pris facilement 1 an et demi pour l'amener. Elle est entrée dans le cadre d'un suivi de conjoint. Voilà, ça s'est fait sur 1 an, et pour le coup, elle a été tranquille. Elle savait qu'elle travaillait jusqu'à fin juillet, qu'à partir de août commençait son année finalement hors de son lieu de travail. D'une manière générale, c'est bien de boucler les boucles avant de partir. Voilà, c'est-à-dire de terminer ce qui est en cours, parce que si on ne le termine pas, il y a plein de raisons hein, pour lesquelles on termine pas, et très souvent c'est parce qu'on peut pas, parce que franchement j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est levé le matin et qui est venu me voir pour me dire aujourd'hui j'ai envie de me compliquer la vie. Non, ça n'existe pas, peut-être de manière marginale, on va aller. Mais c'est bien de finir tout ce qui est en cours lorsque c'est possible de le faire, parce que quand on le finit pas, on se le trimballe pendant tout le voyage ou une partie du voyage. Et on se le trimballe dans une configuration qui est moins pratique qu'à terre, parce qu'on n'a pas forcément la connexion, parce qu'on ne peut plus voir les personnes en direct, et qu'il faut continuer à gérer des papiers, etc. Donc à refaire, je ferai en sorte, dans la mesure du possible, vraiment de tout valider, de tout finir, pour pouvoir me consacrer que à prendre du plaisir pendant le voyage. Parce que pendant le voyage, on prend du plaisir, mais il y a quand même aussi pas mal de trucs à régler. Un autre point sur lequel je serai vigilant aussi, là, à 2 mois du départ, c'est de bien avoir bouclé tout ce qui relève du budget. Voilà, c'est-à-dire soit le financement du bateau, soit le budget qu'on va prévoir pour le voyage, également les budgets de secours en cas de pépin. Je sais pas, une casse moteur ou la nécessité de rentrer en urgence en métropole ou en France parce que y a quelqu'un de la famille qui est malade, ou je sais pas pour quelle raison. Voilà, là 2 mois avant le départ, c'est bien que toutes ces questions de financement du voyage, du bateau, du voyage et du rapatriement soient bouclées. Ça inclut aussi tous les éléments administratifs. Dans les éléments administratifs, ce qui nous a pris aussi du temps, ça a été de faire les permis de conduire internationaux. Voilà, pour pouvoir louer des voitures en dehors de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc ça aussi, c'est bien que ce soit réglé assez vite. Après, par distance, c'est toujours faisable, mais voilà, ça demande un petit peu plus de temps, un peu plus d'énergie. Pour la partie préparation du bateau, alors nous, ce que l'on avait fait, c'est que tout ce qui était vérification de coque, janvier-février, c'était calé. Ensuite, gréement dormant, c'était mars-avril dans mon souvenir. Gréement courant, bon bah ça avait été fait au mois de mai. Toute la partie révision moteur au mois de juin. Donc et tout ce qui était voilure, toutes les voiles, ça avait été fait aussi au mois de mars. Voilà. Donc là, nous on était bien dans notre timing, c'est-à-dire que le gros du gros sur le bateau, ça reste quand même la coque, les voiles, le gréement, dormant courant, le moteur. Voilà. Ça, pour nous, on était dans les clous, et c'est avec le recul, c'est bien que dès le mois de fin juin, tout début juillet, on soit calé. Donc 2 mois avant le départ, ces gros trucs-là, c'est bien qu'ils soient faits, parce qu'après, on va s'occuper de des détails en termes de préparation, notamment tout ce qui est équipement de sécurité, etc. Donc là, ça vient par la suite. Et comme on est dans le détail, pour moi, le gros, il doit être fait au 15 juillet, pour ceux qui partent mi-août, c'est-à-dire 2 mois avant le départ. Il faut que tout ce qui est vraiment gros soit fait, et qu'on n'ait plus qu'à s'occuper des définitions, des détails sur juillet-août. Personnellement, j'envisage le mois de juillet-août, ces 2 mois-là, plutôt comme des périodes de vérification, de tests, plutôt que des périodes de gros chantiers. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les chantiers prennent toujours du retard.
et je préfère me dire que ma deadline c'est fin juin plutôt que fin août pour un départ en septembre, et que dans les gros chantiers, lorsqu'on est sur un chantier important, on peut avoir besoin de pièces qui ne sont pas forcément disponibles et qu'il faille commander. Et là, on va se rapprocher de septembre et on va se mettre vraiment sous stress. Paradoxalement, on a des professionnels du nautisme qui partent en vacances en juillet ou en août, alors c'est légitime, hein, et puis pour eux c'est aussi le moment où finalement toute la partie préparation est censée avoir déjà été faite, donc c'est peut-être un peu plus light pour eux, mais voilà, entre la disponibilité moindre peut-être des professionnels, des pièces, du temps qui se rapproche vers septembre, je considère plutôt cette période-là, juillet-août, comme une période plutôt de validation et de test. Sur un plan plutôt personnel, 2 mois avant le départ, c'est bien que tout ce qui concerne les éléments administratifs, tout ce qui est également médical, vaccins, certificats médicaux, tout ça se soit en place. Alors je pense pour les plongeurs qui ont besoin d'un certificat médical pour après plonger en structure à l'étranger, où on peut vous le demander. Alors on le demande pas tout le temps, hein, mais parfois on le demande. C'est bien de l'avoir pas trop tôt, parce que si on fait le certificat en fin mai début juin, il est valable 1 an, donc on risque d'être à court un petit peu quand on va revenir cette période sur l'année qui suit, mais pas de le faire trop tard, parce que peut-être que votre médecin il est en vacances, peut-être qu'il y aura moins de disponibilité au mois de septembre, et encore une fois, c'est une période où de toute façon on va beaucoup courir. Donc si on peut se soulager de certaines choses qui peuvent être un peu anticipées, c'est quand même pas mal. Donc au niveau administratif, au niveau médical, donc l'administration, ça comprend aussi les assurances. Assurance perso, assurance rapatriement, assurance du bateau, assurance des biens si on en a qui restent à terre. Si on doit mettre un bien en location qui finance une partie du voyage, c'est bien aussi que cette partie-là, elle soit calée bien 2 mois avant de partir, parce que là je parle pour les départs qui se font mi-septembre. Souvent juillet et août, c'est aussi la partie, les gens sont en vacances, donc ils ont d'autres préoccupations parfois que d'aller chercher un logement pour l'année qui va suivre. 2 mois avant le départ, c'est pas mal non plus que tout ce qui est administratif concernant l'ANFR, c'est-à-dire l'Agence nationale des fréquences, auprès de laquelle vous allez enregistrer la VHF, fixe, portable, l'AIS, etc., tout ce qui est balise, vérifier que ce soit fait, que vos licences soient à jour. Donc ça c'est pas mal. Également, si vous voulez équiper vos gilets de sauvetage de PLB, donc des petites balises EPIRB, ou de petites balises AIS, c'est pas mal aussi que ce soit fait, que vous ayez un petit peu customisé votre gilet de sauvetage. Voilà, pour que l'équipement de navigation personnelle soit prêt à ce moment-là, parce que l'autre point pour moi, c'est que juillet et août, c'est aussi une période de test du bateau. Test du bateau et test de l'équipage. Tester le bateau, ça veut dire partir 2, 3, 4 jours avec, un week-end ou un gros week-end, ou plusieurs gros week-ends. Profiter des week-ends du 15 août par exemple, pour pouvoir tester son autonomie, c'est-à-dire que est-ce que effectivement quand on est 4 jours à bord ou 5 jours à bord, les batteries elles sont suffisantes, qu'elles fonctionnent de manière correcte. On est sur un milieu qui est quand même assez agressif, hein, l'air salin, le soleil, l'humidité, et des choses qui marchaient bien il y a 1 mois ou 2 mois peuvent rapidement se dégrader si on n'est pas à bord, si on s'en sert pas. Même si on s'en sert, ça se dégrade quand même, mais au moins on le voit et on peut intervenir tout de suite. Ça permet de vérifier si toutes les vannes fonctionnent bien en les ouvrant, les fermant, les ouvrant, les fermant, et pas simplement en le faisant 1 ou 2 fois en check, mais vraiment en l'utilisant plusieurs jours d'affilée, voir si les toilettes fonctionnent bien.
Donc un peu toutes ces mécaniques au niveau du bateau, toute son autonomie, voire aussi ça permet de tester si sa consommation en eau par exemple, est-ce qu'on est à peu près dans les clous ou pas, en tout cas les clous qu'on s'est fixés par rapport à sa réserve d'eau, par rapport à la fréquence à laquelle on va avoir envie d'aller faire le plein, si on n'a pas de dessal, de vérifier si le dessal, quand il tourne sur plusieurs jours d'affilée, il fonctionne bien. Donc on est vraiment sur le test grandeur nature quelque part de la croisière qui va venir. L'autre partie qui va être testée pendant cette on va dire mini croisière, c'est l'équipement à bord, de la vie à bord. Pas du bateau lui-même. Est-ce qu'on a les couteaux qu'il faut, les fourchettes qu'il faut? Est-ce que on a le nombre de couverts? Enfin, ça paraît très trivial, mais le bateau c'est votre maison. C'est pas lorsqu'on est entre les Canaries et le Cap-Vert qu'on se dit bah tiens il me manque un entonnoir ou la passoire, j'ai pris une passoire en métal mais finalement avec l'eau de mer elle est complètement rouillée et voilà, donc ce sont des considérations extrêmement pragmatiques, c'est du pratico-pratique, mais ça va conditionner la qualité de vie à bord. Et dans sa manière de vivre aussi, de se déplacer sur le bateau et dans le bateau, qu'est-ce qui me gêne, où est-ce que je me prends constamment les pieds, ou qu'est-ce que je trouve pas pratique. Et c'est ça qu'on va noter. Moi je note sur un cahier parce que vous savez que j'adore noter sur des cahiers puis faire des cases et cocher des cases. Voilà, mais en tout cas lister et puis améliorer, parce que tant que vous êtes en France, tant que vous êtes en métropole, les matériaux sont disponibles et sont facilement accessibles. Et c'est ce qui va faire défaut ensuite lorsqu'on sera dans les îles. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est plus cher. Parfois, il faut un véhicule pour y aller et parfois, il faut du temps pour les commander. Alors, durant ce temps-là, ce que je disais tout à l'heure, ces mini-croisières, c'est aussi l'occasion. Alors pour moi, ce ne sont pas des mini-croisières dans le sens je vais me balader, puis je vais me poser dans une calanque, une baie sympa. C'est l'occasion de tester et de faire des exercices. Alors, vous savez, moi je suis yachtmaster, donc manipuler un bateau seul dans différentes conditions de temps, de visibilité, pour faire différents types de manœuvres, des prises de coffre, des hommes à la mer, etc. C'est quelque chose avec lequel je suis, on va dire, extrêmement familier. N'empêche que je suis parti avec un équipage qui n'était pas du tout formé à la navigation, et la formation s'est faite au gré du voyage. Pour moi, ce qui rendait ça possible, c'est que j'étais en mesure de manipuler, m'occuper du bateau seul. C'est toujours plus simple quand on est plus, mais en tout cas, c'était comme ça. Alors, ce que je ferai là maintenant avec le recul et la possibilité, encore une fois, j'entends tout à fait la situation où on est dans la seringue jusqu'au bout et il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas pu faire. Mais si c'était possible, 2 mois avant, je profiterai de ces mini-croisières pour faire des exercices avec l'équipage, au moins un exercice d'homme à la mer, balancer un pare-batte avec un seau et puis aller le récupérer, un exercice de prise de coffre, un exercice de mouillage, en fait des exercices de choses que l'on fait classiquement quand on est en tout cas dans les Caraïbes. Donc prise de coffre, mouillage sur ancre, s'entraîner à balancer sa deuxième ancre, son ancre de secours, tout ce qui est également au niveau de la manipulation des voiles, et je pense au fait de tangonner un génois par exemple. Donc ça aussi, c'est un bon moment pour arriver à le tester. Une autre chose que je ferais, ça serait de tester le SPI, mais pas pour dire voilà, je sais l'envoyer et je sais le ramener, mais plutôt pour tester si c'est quelque chose avec lequel on se sent à l'aise et qu'on sait que l'on va utiliser. Dans les Caraïbes, je vois peu de personnes sous SPI. Peut-être que j'ai une mauvaise vue, mais je vois peu de personnes sous SPI. La plupart du temps, c'est génois, GV, plus ou moins arisé. Et génois plus ou moins enroulé, ou GV plus ou moins enroulé, selon le dispositif.
Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'embarquer le SPI? Alors, par rapport à une transat, peut-être que sur le temps de la transat, d'avoir comme ça sur du tout petit temps, ça peut être intéressant. Maintenant, se le garder pendant toute une année, à voir. D'autant plus si on est très à l'aise avec ça. Il n'y a pas de problème, on peut se dire tiens, j'ai un SPI asymétrique ou symétrique, je suis très à l'aise avec, l'équipage adore naviguer sous SPI, je sais qu'on va l'utiliser. Mais si vous vous dites moi le SPI c'est pas mon truc, l'équipage a peur de l'envoyer, la question se pose, est-ce qu'on l'embarque ou on ne l'embarque pas? Le dernier entraînement que je ferai, ça serait un entraînement concernant la prise de riz. Parce que la prise de riz, ça pour le coup, on l'utilise beaucoup. Alors si on a une voile sur enrouleur, un entraînement à enrouler la voile dans différentes conditions de vent, du vent faible, c'est jamais un problème, du vent plus fort, en étant à différentes allures, parce que une voile on peut l'enrouler pas uniquement lorsqu'on est en face au vent. Et puis si on a des prises de riz automatiques ou pas automatiques, en tout cas s'entraîner à ça. Parce que ici, on utilise beaucoup le fait d'ariser les voiles, simplement parce qu'il peut y avoir des rafales à certains moments, et puis plus du tout à d'autres. Donc cette technique-là, c'est bien d'être familier avec, en tout cas de ne pas avoir un équipage qui découvre ça en pleine navigation, quand le vent a forci, parce que c'est une manipulation qui peut facilement faire être un peu effrayante et un peu stressante, parce que ça va se faire dans des conditions de bruit et de mouvement qui sont pas forcément rassurantes pour un équipage qui n'est pas hyper aguerri. Un dernier point par rapport à la préparation de la coque, donc on n'est pas dans la vérification de la coque, tout ça, ça a été fait bien avant, ça va être l'anti-fouling. C'est vrai que l'anti-fouling, si vous le faites au mois d'avril, vous allez partir en septembre, la coque, elle va pas forcément être hyper clean. Donc nous, on a retardé ce moment-là et on a fait l'anti-fouling dans les 2 dernières semaines d'août. En tout cas pas en septembre, mais juste pour une question de temps. Nous on avait une date de départ, c'était le 18 septembre. Mais on voulait avoir fini sur les 2 dernières semaines d'août toute la partie anti-fouling, de manière à avoir un bateau, une fois qu'il est remis à l'eau, entre le moment où on le remet à l'eau et le moment du départ, il s'est pas trop sali. Voilà. Même si c'est un anti-fouling semi-rodable, il vaut mieux partir avec une coque relativement propre, et puis surtout avec un érodable qui n'a pas été déjà consommé au tiers. Avant de parler de ce que j'emmènerai en double, et pour pas faire de redite avec les autres vidéos que j'ai déjà fait sur se faciliter la vie à bord, je préciserai les différents temps finalement de la vie sur un bateau. Alors on a le temps de la navigation elle-même. Alors elle peut être n'importe où, on est dans le temps de la navigation. Il y a le temps de la vie à bord, qui est un temps particulier, qu'on soit au mouillage, vie à bord au mouillage, et vie à bord en navigation. Après, ça serait plutôt des temps pendant le voyage. On va avoir le temps de la Méditerranée, à peu près, on va dire jusqu'en Espagne. Le temps de la navigation entre les Canaries et puis le Cap-Vert, la Transat, et puis ensuite le temps passé dans les îles, qu'elles soient françaises ou non, au niveau des Caraïbes. Je préfère parler de découper l'analyse au niveau des temps, plutôt qu'au niveau des thématiques. Par exemple la thématique accastillage, la thématique nourriture, etc. Parce que au final, c'est ce qu'on expérimente le plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au gré du voyage et aux différentes étapes. Par exemple, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on est arrivé en Espagne, ils n'ont pas beaucoup de boîtes de conserve. Alors, on trouve de tout, comme en France. Simplement, c'est beaucoup dans des bocaux en verre. Et nous, les bocaux en verre, c'est pas ce qu'on va privilégier sur les bateaux. Parce que ça peut se casser, parce que c'est lourd. Donc, ça, c'est à prendre en compte. À repartir, là, sur les mois qui restent, je me poserai vraiment la question sur qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que j'ai envie de manger, et qu'est-ce qu'on trouve facilement en France au niveau des conserves,
et qu'on va pas trouver forcément à l'étranger. Voilà. Donc bon, on trouve facilement tout ce qui est pâté, etc. Mais tout ce qui est légumes, par exemple, les légumes, les haricots verts, les carottes, et puis tous les légumes, on en a beaucoup en France en conserve. Dès qu'on sort de France, et même en Espagne, trouver des légumes, c'est pas aussi simple dans des bocaux ou en conserve. Mais alors les trouver en conserve, c'est encore plus compliqué. Et plus on va s'éloigner de l'Europe, plus cette partie-là, elle va être compliquée, c'est-à-dire garder la diversité dans les boîtes de conserve. Alors après, on va toujours manger du frais, hein, mais le frais il se consomme vite et en général, en quelques jours, on l'a terminé. Toujours au rayon conserve. Ensuite, lorsque vous arrivez en Guadeloupe, en Martinique, bon bah vous retrouvez toutes les conserves qu'on va avoir en France. Vous ne les aurez plus dès que vous allez descendre d'un cran ou monter d'un cran au niveau des îles. C'est-à-dire que les conserves qu'on trouve en Martinique, quand on est à Sainte-Lucie, on les retrouve pas forcément. Mais on est là dans on n'est plus sur des îles françaises alimentées aussi avec des produits qu'on a nous l'habitude de voir et de manger. On peut toujours manger local, hein. Les populations ici, dans toutes les îles, personne ne meurt de faim en fait, hein. Simplement c'est une question de variété et puis une question de prix également, parce que la vie dans les îles est beaucoup plus chère qu'en France ou en métropole. C'est pas parce que les gens habitent dans des pays où le niveau de vie est plus bas qu'en France que la vie est moins chère. Ça, c'est une fausse idée et je pense que à minima, on peut augmenter de 40 à 60% les prix. Lorsque vous êtes sur du matériel qui concerne le bateau et plus sur de l'alimentaire, vous pouvez largement augmenter de 80%. Voilà, donc là, un croc de mouillage, là j'en ai changé un. En France, il me coûte 50 €. Ici, il coûte au minimum 75 € ou 80 €. Donc ça fait quand même une sérieuse augmentation. Donc là, ça va me permettre d'aborder un petit peu les éléments en double sur le bateau. Évidemment, il n'est pas question d'emmener 2 ou 3 bateaux sur un bateau. C'est pas l'objectif. Donc il va falloir faire du tri. Pour faire du tri, moi j'ai trois critères issus de l'expérience qu'on a de la vie sur un bateau. Le premier, c'est la disponibilité des choses qu'on va rechercher. Il y a des endroits, il n'y a pas, tout simplement, ou alors ils doivent commander. Le deuxième critère, ça va être l'accessibilité. Parce que lorsque vous êtes au mouillage quelque part, si le premier ship, il faut prendre l'annexe, prendre un bus, prendre un deuxième bus, prendre un taxi, ça devient vite compliqué, vite long et vite cher. Donc est-ce que c'est très accessible ou pas? Et puis le troisième point, c'est évidemment le prix des choses que vous allez payer. Donc faut savoir qu'ici, beaucoup de choses sont importées, donc ça coûte plus cher en transport. Il y a aussi ce qu'on appelle l'octroi de mer, qui est une taxe que récoltent les îles, les régions, du fait de ramener des choses sur les îles. Question à castillage. Quel port d'entrée prendre? Alors, ce que j'ai utilisé, ce dont j'ai eu besoin, par exemple, sont des anneaux à faible friction. Ça, c'est bien d'en avoir pas mal et c'est bien d'en avoir des gros. En 24 par exemple. Je suis en train de tester là des amortisseurs plafond pour changer un petit peu l'habitude qu'on a de mettre un bout avec une main de fer sur la chaîne et puis de la reprendre au premier taquet. Je suis en train d'expérimenter d'autres choses et j'ai eu besoin pour cette autre chose d'avoir des anneaux à faible friction dans lesquels pouvaient passer des grosses amarres, des amarres en 19, en 20, en 22. Donc ça c'est pas mal d'en avoir en différentes tailles. Les manilles souples avec du Dynéma, si on en a une quinzaine de mètres, on peut faire tout un tas de manilles. Là aussi, prendre du Dynéma de différentes tailles pour les manilles. Pour les manilles rigides, pour les manilles en inox ou galva, prendre un peu des deux.
certaines en inox, certaines en galvase, surtout si pour l'inox, si on a besoin de manilles que l'on sait avoir la nécessité de réouvrir, bah, l'inox c'est plus simple que le galva parce que ça va moins se bloquer. Donc j'en prendrai plus. D'une manière générale, c'est facile sur tout ce qui est inox. Plus c'est gros, plus c'est lourd, plus c'est cher. Donc pensez à prendre des manilles de 12, des manilles de 10, des droites, les lyres, moi je les utilise très peu, mais celles qui font un quart de tour comme ça, c'est pas mal aussi. Pensez à en prendre avec le petit chichou là qu'on va démaniller, passer le démanilleur dessus pour serrer ou pas, ou le desserrer à la pince. Et puis pensez à en prendre aussi qui s'ouvre avec des clés Allen ou des Torx. Alors je m'excuse auprès des spécialistes des filetages et des embouts. Voilà, mais en tout cas c'est ces manilles là qui n'ont pas cette petite partie qui ressort et qui permet de passer beaucoup plus facilement au niveau des daviers, etc. J'avais une main de fer Wishart que j'ai changé pour une Osculati que je trouve beaucoup plus pratique sur une 10-12, et c'est celle-là qui m'a coûté pas mal d'argent parce que j'avais pas le temps d'en commander une, d'en faire venir une de métropole. Voilà. C'est aussi parfois c'est plus simple de commander aux États-Unis et de se faire livrer en Martinique que de commander en France pour se faire livrer en Martinique. C'est particulier, mais j'ai remarqué que j'avais moi plus de facilité, en tout cas, à être livré ici à partir des États-Unis. Alors ce qui coûte cher aussi, ce sont toute la partie boot, amarre, écoute, drisse. Alors normalement, tout le gréement courant a été révisé avant de partir, donc on n'a pas la nécessité de se trimballer des kilomètres de drisse sur les bateaux. Par contre, ce qui est très sensible au rayage, ça va être le câbleau qui va aller entre votre chaîne et puis votre point d'étalingure à l'intérieur de la baille à mouillage, et puis les câbleaux que vous allez utiliser, en général c'est du polyamide, pour faire vos snubbers, c'est-à-dire pour faire vos liaisons entre la main de fer qui est prise sur la chaîne et puis le taquet pour soulager le gain d'eau. Voilà. Alors parfois ce sont des distances, elles sont assez courtes, ces bouts sont assez courts. Lorsqu'on les modifie un peu, on peut avoir besoin de plus de longueur. Facilement, là moi j'en ai une d'amarre comme ça que je teste sur une dizaine ou une douzaine de mètres de longueur. Bon, bah, quand il y a du ragage et qu'elle pète en plein milieu, ça fait vite un coup. Donc je dis pas qu'il faut arriver avec 4 km d'amarre en plus. Je prendrai pas plus d'amarre parce que souvent quand on a changé les écoutes ou quoi, on a quand même des bouts qui nous permettent de faire des lassos pour choper des coffres, etc. En tout cas faire amarrer provisoirement le bateau. Mais vraiment pour ce câbleau qui a besoin d'avoir une certaine élasticité, c'est bien d'en avoir. Moi je veux pas dire de bêtises, mais là par exemple j'en ai un qui a pété, qui a ragué sur un rocher. Bon bah si j'avais 60 mètres, j'aurais pu changer directement tout sans me poser de questions. Voilà. En plus c'est pas des choses qui pèsent très lourd par rapport à la chaîne et qui peuvent être assez facilement, même si c'est un peu encombrant, être rangées dans un coffre. Alors, on a aussi le bon vieux tuyau d'arrosage. Avec un diamètre suffisant pour laisser passer les amarres et suffisant pour qu'elle puisse avoir du jeu à l'intérieur. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est les surgaines là, les gaines en dynéma, parce que c'est assez résistant au niveau du ragage, et pour la partie qu'on fait passer dans les chaumards, c'est quand même pas mal, hein, parce que les tuyaux d'arrosage, faut en avoir en réserve parce que ils ont quand même, j'en ai éclaté quelques-uns sur du ragage quand il y a eu des gros coups de vent au mouillage. Bon bah il y a quelques bouts de tuyaux qui ont fini leur vie à ce moment-là. Alors dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui est bien embêtant quand ça pète? La pompe à pied de l'évier. C'est là quand elle... alors nous c'est le corps de pompe qui s'est fendu. Donc je pense qu'elle était vieille, qu'elle était un peu usée. On a tenu à remettre la même marque, donc ça nous a pris un peu de temps et du coup on l'a commandé, on l'a fait venir de France par
par un de nos fils qui est arrivé donc avec la pompe à pied dans ses bagages. Donc ça c'est bien embêtant quand ça pète. Donc c'est pas mal d'en avoir une en spare, c'est pas mal d'avoir aussi un dispositif de pompe toilette en spare également, parce que uniquement le petit kit de joint pour les toilettes, franchement c'est pas évident, et une fois remonté, c'est pas évident que ça marche bien aussi. Donc nous on a pris une pompe complète toilette en plus. En France elle est chère, ici c'est le double. Donc si on l'a pas utilisé, mais je suis content de ne pas avoir à l'acheter ici. Et là pour le coup c'est pas quelque chose qui va pouvoir attendre qu'un de nos fils nous la ramène de France. Par contre, ce qui peut se changer facilement, ce sont les diaphragmes des pompes à main. Donc ça, c'est pas mal d'avoir un diaphragme, pas forcément un diaphragme pour chaque pompe, parce que ça serait quand même pas de chance qu'ils pètent tous au même moment, mais c'est pas mal d'avoir au moins un diaphragme pour une grosse pompe à main pour évacuer le fond de cale, et puis quand on a des pompes plus petites, d'avoir aussi un diaphragme par rapport à ces pompes. Ah, c'est toujours pareil, hein, j'essaie de ne pas faire de redites avec les vidéos qui concernent se faciliter la vie à bord. Qu'est-ce qui a pété? Le gilet de sauvetage. On a un gilet de sauvetage, pouf, qui s'est gonflé d'un seul coup. Alors bon bah ça c'était un gilet de sauvetage qui était avec une pastille de sel. Et en fait, avec l'humidité, elle explosait. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir des mécanismes de rechange. La bouteille, et puis la partie qui va se dévisser et se revisser et contenir la pastille de sel. Parce que parfois, on part qu'avec des bouteilles, des petites bouteilles de 33 grammes là. Alors le grammage est en fonction du nombre de newtons que vous allez avoir, mais 150 newtons, on est sur du 33 grammes. Pour la flottabilité, hein, les newtons, la flottabilité du gilet, c'est bien d'avoir les pastilles de sel qui font avec, parce que là où vous allez vous trouver, vous n'allez pas forcément retrouver la marque du gilet, et quand vous allez la retrouver, vous n'allez pas forcément retrouver le modèle du gilet que vous allez avoir. Et là pour le coup, c'est soit j'achète un nouveau gilet, soit je fais acheter ça en France et on me le renvoie là où je suis, ce qui peut prendre un petit peu plus de temps. Le dernier point qui me semble important, c'est d'avoir de la durite en rechange, la durite moteur. La durite pour tout le système de refroidissement moteur. Et nous, sur le système de refroidissement moteur, les durites on va dire qu'elles sont sur du diamètre intérieur entre 20 et 24, on a deux systèmes de durites. Un qui vient de la prise d'eau de la vanne sur la coque, la prise d'eau moteur, et qui part à la pompe, qui n'est pas du même diamètre que celle qui va d'une partie de l'échangeur et qui retourne au niveau de l'échappement. Donc c'est bien d'avoir ça en double, parce que là pour le coup, si ça pète, nous on a eu quelques aventures sur les durites, si ça pète, selon là où il y a le trou, ou selon le type d'incident, vous avez besoin de pouvoir la changer très très rapidement. Vous ne pouvez pas dire, parfois même il faut la changer en mer, donc il faut l'avoir sur place. Donc ça, je partirai avec au moins une longueur pour refaire tout le système de durite moteur et dans tous les diamètres des durites moteurs. C'est souple. Ça pèse pas de poids, ça peut être un petit peu encombrant, mais ça vaut le coup de l'avoir, parce que ne pas l'avoir peut vous coûter beaucoup plus cher. L'objectif de cette vidéo, c'était de faire un retour d'expérience et puis de s'imaginer 2 mois avant le départ, si on avait eu l'expérience de ce qu'on sait maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent sur un plan pro, sur un plan des budgets, sur un plan de la préparation du bateau, des personnes, sur le plan du test du bateau, des manœuvres d'entraînement qu'on aurait pu faire, des choses qu'on aurait pu emmener en double. Donc forcément, là, je suis pas exhaustif, hein, il y a beaucoup de choses que j'ai pas abordées. Mais certainement qu'il y aura d'autres vidéos sur ce décompte
de mois, de semaines avant le départ. Parce qu'après, effectivement, une fois qu'on est parti, eh ben, on fait avec ce qu'on a sur le bateau. Et les 3 choses que je retiendrai, c'est que c'est pas parce qu'on est dans les îles que la vie est moins chère, au contraire, elle est beaucoup plus chère. Et les 3 éléments qui pour moi organisent un petit peu mon cadre d'analyse, bah, ça va être la disponibilité de ce que je cherche, ça va être l'accessibilité et puis le prix de ce que je vais chercher, et je vais essayer de bâtir mon anticipation de ce qui peut se produire sur l'expérience des autres et puis sur moi comment je me projette dans tout ça dans l'avenir. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.